parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, que l'on peut entendre et écouter sur gilesparent.com. Évidemment, vous allez me dire, sur Spotify, sur Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube. Aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application sans frais Parents et Amis. Vous la retrouvez sur le Apple Store. Mars qui arrive est le mois de la nutrition. Voici donc un bon moment pour faire un petit bilan de notre rapport à la nourriture et notre alimentation. C'est toujours bon, toujours vendeur. Notre guide est entrepreneur, mais surtout une docteure en nutrition. Bonjour Isabelle Huot, comment allez-vous? Ah, je ne pourrais pas me passer, Gilles, de ce rendez-vous annuel. Toujours un bonheur. Ça va bien. Puis on revient tout avec des questions. Toi, tu dois avoir l'impression qu'on pose les mêmes, mais c'est un Non. Non, même pas. Non, parce que la science évolue, donc les questions évoluent parce que tu as lu des choses. Ah oui. Puis c'est pas les mêmes que l'année passée, donc c'est parfait. Je sais que tu es très active. Les gens te savent active. Ceux qui te suivent sur les médias sociaux voient que tu aimes faire du sport quand tu peux, tu aimes donner de ton temps aussi pour des œuvres caritatives. Donc, tu es très active. Mais entre-temps, tu as aussi écrit plusieurs livres au fil des années. Tu as participé à plusieurs projets. Puis là, il y en a un qui a l'air à marcher très fort. Je veux qu'on en parle, qu'on commence avec ça. Le livre que tu as écrit avec la docteure Lynn Deshôtels, « Mieux vivre la ménopause ». C'est pas pour moi, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, dont ma blonde. Écoute, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus à mon bureau, Gilles, qui m'ont dit « Écoute, je l'achète pour ma femme, pour ma blonde, c'est-tu correct? Est-ce qu'elle va être insultée? Parce que moi, je suis comme victime collatérale, là. » Non, mais ça m'étonne à moitié. Ça se peut, parce qu'évidemment, quand tu vis à deux, tu ressens ce que l'autre ressent. Exactement. Puis écoute, je suis tellement contente de ce livre-là. Je l'ai proposé à mon éditeur il y a 15 ans. Arrête. À l'époque, j'étais mi-trentaine. Oui, je te jure, il y a 15 ans, je voulais faire un livre là-dessus parce que moi, c'est un sujet qui m'interpelle parce que j'ai toujours eu des problèmes hormonaux. J'avais envie de traiter le sujet, j'avais envie d'aider les femmes. Il m'a dit, bon, tu ne seras pas crédible, mi-trentaine, ménopause. Reviens plus tard. Ben, écoute, je persévérante, je suis revenue à 50 ans. J'ai commencé ce livre-là à 50 ans. Je l'ai fini à 52. Et je suis allée chercher ma médecin de famille, ma médecin en hormonothérapie, Dr. Lynn Deshôtels. Je pense qu'on fait vraiment un travail, une belle collaboration, mais surtout, quand tu dis « Il fait fureur », c'est mon 17e livre. La première impression s'est vendue en 4-5 jours. Mais voyons. Hey, écoute, c'est Quel fou. beau problème. Quel beau problème. Ensuite, on était BO, donc en rupture de stock pendant plus d'une semaine. Il est revenu sur le marché. On a rempli les librairies et mon éditrice m'annonçait hier qu'on part en 3e réimpression. C'est-tu ton plus gros départ de livre? Parmi les plus gros, je dirais l'autre. Un top 5 facile, là. Oui, tout à fait. Puis je m'attendais à ce volume-là, là, parce que il y a mes livres Kilo Cardio qui ont bien marché, tu t'en souviens. On se parlait déjà à l'époque, là, ça fait quoi, une quinzaine d'années? On est un vieux couple, là, un vieux couple, nous. On se perd pas de vue. Donc, oui, un gros succès avec Kilo Cardio, avec José Lavigueur à l'époque. Puis ce livre-là, les femmes sont emballées, les hommes aussi. On offre des outils aux femmes, d'abord pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec les symptômes physiques, psychologiques, avec les symptômes cognitifs. Parce que c'est la ménopause, là, oui, c'est les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, puis on a beau en rire, il y a toutes sortes d'autres symptômes qui sont des symptômes d'anxiété, de stress, d'insomnie, de gain de poids abdominal, de douleurs articulaires, de problèmes de mémoire, de problèmes de concentration. Tout ça relié à la ménopause, Isabelle? Absolument. Tout ça, c'est relié à la chute de progestérone et d'estrogène, donc nos principales hormones féminines. Et quand ces hormones-là chutent, ben on a une panoplie de symptômes qui sont différents d'une femme à l'autre, d'intensité. Il y en a qui ont des douleurs articulaires, il y a d'autres femmes qui n'en ont pas. Il y en a qui ont le gros lot, c'est-à-dire qui ont l'ensemble des symptômes. Et puis, ben écoute, en parallèle du livre, j'ai même lancé un programme web avec Chantal Lacroix de 8 semaines pour accompagner les femmes. On a 1600 femmes
J'ai un Facebook Live ce soir avec ces femmes-là, justement. Tu leur parles pour les encourager. Tu es le coach Isabelle, c'est ça? Un peu? C'est coach Isabelle, mais c'est aussi Dr. Kin, notre coach kinésiologue. On a aussi Mélissa Lanier, qui est psychologue dans la région de Québec en problème d'anxiété, de stress. On a une médecin spécialiste des varices, une autre des fuites urinaires, des centres de vessie. Bref, tout ce qui se passe avec le vieillissement. Des sujets, premier niveau, mais des sujets réels. Là. Dans le fond, c'est la vraie vie. Oh oui, des sujets réels. Puis là, les femmes disent « Hey, merci ». Dans notre groupe Facebook de femmes, là, les femmes partagent tout. J'adore les lire. Écoute, ça va de la perte de libido, à sécheresse de la peau, les cheveux qui tombent. Donc, sans filtre, on partage absolument tout. Et là, j'ai l'équipe d'experts qui viennent en aide. Donc, est-ce qu'il y a un lien assez direct, parce que tu as parlé de beaucoup d'éléments, mais entre l'alimentation et la ménopause? Oui, absolument. Moi, dans le livre, d'abord, première partie, Docteur Desautels explique qu'est-ce que ça fait, les hormones, à quel point l'équilibre hormonal est important pour la santé globale. De mon côté, j'ai pris symptôme par symptôme avec les solutions alimentaires. Donc, premier symptôme, bouffée de chaleur. Qu'est-ce qu'on met dans son assiette pour réduire les bouffées de chaleur et qu'est-ce qu'on ne met pas? Exemple, le vin va provoquer des bouffées de chaleur. Les phytoestrogènes qu'on va retrouver dans le soya vont diminuer les bouffées de chaleur. Ensuite, j'ai le chapitre sur le gain de poids abdominal. Donc, la femme gagne pas tant de poids. Là, on parle de 5 à 10 livres en moyenne, mais c'est surtout le gras au niveau viscéral, au niveau de l'abdomen. Et c'est là où il y a des complications pour la santé. Donc, comment on fait pour perdre ce gras-là? Est-ce que c'est possible? On parle de ça. Ensuite, l'insomnie. Quelles sont les solutions alimentaires? Bon, c'est pas miraculeux, mais il y en a quand même des gestes qu'on peut faire là, pour mieux dormir et ainsi de suite pour l'ensemble des facteurs qui sont associés à la, je dis ménopause, 51 ans en moyenne, mais périménopause. Donc, toute la période qui entoure la ménopause, parce que la périménopause, ça peut durer 10 ans. Là. Déjà, à 40 ans, les femmes ont des symptômes. OK, c'est ça, je me demande. J'allais te parler dans la durée. Puis j'imaginais que tu me dirais que ça dépend des femmes. Et c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon. Mais est-ce que tu peux, ça c'est l'extrême, mais juste par les extrêmes, souvent on comprend mieux le centre. Est-ce que tu peux n'avoir aucun symptôme, une femme? Oui, je dirais 15 %. Oui, bonne question, parce que 85 % des femmes, là, je parle en Amérique du Nord parce que les Asiatiques, c'est beaucoup moins parce que les Asiatiques mangent énormément de soya, donc ils ont beaucoup moins de symptômes incommodants parce que dans le soya, on a ce qu'on appelle des phytoestrogènes, qui sont des composantes qu'on trouve dans les végétaux qui ont une action estrogénique, donc ils vont pallier en partie du moins à la chute hormonale. Mais ici, en Amérique du Nord, on parle de 85 % des femmes qui ont des symptômes incommodants, donc il y en a 15 % que ça se passe très bien. Puis j'en ai eu des témoignages de femmes, puis elles disent « Moi, ça s'est tellement bien passé, j'ai pas eu de symptômes ou presque pas. » Donc, je dirais les chanceuses. Ben oui. Il n'y a personne qui va se plaindre, mais ça peut arriver. C'est sûr, c'est toujours pareil. Puis, en moyenne, ça va durer combien de temps, les symptômes plus intenses? Et oui, c'est plus intense. Il n'y a pas de moyenne? Oui. Je dirais ça peut durer... c'est souvent la préménopause qui a les symptômes les pires. Donc, c'est 5 à 10 ans en moyenne de symptômes qui sont intenses. C'est sûr que si on commence l'hormonothérapie plus tôt, donc là, on va chercher des hormones idéalement... On peut amenuiser peut-être. Oui, bioidentiques. Si on va chercher les hormones bioidentiques, bien là, ça va stabiliser effectivement, puis ça va contrôler les symptômes, surtout les sueurs nocturnes et tous les symptômes des troubles vasomoteurs là, qui vont être très contrôlés par la prise d'hormones. Est-ce que le docteur avec qui tu as écrit le livre de Docteur Desautels, est-ce qu'il parle aussi du fait que ça peut jouer sur le moral, sur le bien-être mental, le positivisme, tu sais, parce que quand tu es affecté, des fois, tu dis, ben voyons, tu sais, ça joue sur le moral un peu. Ah, ça joue tellement sur le moral, vraiment. Puis, on le voit que les variations hormonales vont jouer sur le moral. On le voit notamment avec les SPM, les syndromes prémenstruels chez la femme. Ça, c'est la pratique pour nous autres, ça. Ben oui, mais là, la ménopause, c'est encore pire. OK.
Oh oui, la ménopause, c'est encore pire, en fait, pour le moral. Et on voit beaucoup de symptômes dépressifs chez la femme, beaucoup plus d'anxiété également, beaucoup de problèmes d'insomnie qui sont reliés à l'anxiété, qui sont reliés aussi aux sueurs nocturnes, beaucoup de réveils nocturnes vers 3 heures le matin. La femme n'arrive pas à se rendormir. Et là, c'est le petit hamster dans la tête là, qui part, puis c'est l'anxiété qui se manifeste. Tu sais, quand tu te mets à dire, Isabelle, faut que je dorme, y a-tu pire moyen que ça? Ah, moi, j'ai tellement souffert d'insomnie, puis il n'y a rien de pire que ça. Là. Tu te réveilles à 2 heures du matin, il faut que je dorme, tu regardes l'heure tout le temps, finalement, tu ne te rendors jamais. Donc, tu sais comment j'ai réussi? Moi, j'ai eu ça aussi par moment, parce que j'avais une vie plus stressante à l'époque, là, c'est moins pire. Mon sommeil, il s'est amélioré. Mais ce que je faisais, puis que je n'en m'en suis jamais vanté, mais je faisais une certaine forme de yoga. Mais je vais t'expliquer, j'étais couché, puis là, ce que je faisais, j'essayais, j'avais vu ça quelque part, puis je me disais pourquoi pas. C'était juste de me déconcentrer sur mes pensées, puis de penser de dormir, puis que j'ai telle affaire à faire demain. C'est vrai, faut pas que j'oublie ça. Des fois, je me levais pour aller prendre des notes. Toi qui écris, puis tout ça, tu as dû faire ça certain dans ta vie. Ah, souvent. Tant qu'à pas dormir, je vais aller écrire 2-3 affaires qui me passent par la tête. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, j'étais couché, puis là, je me disais, je pense à mon pied droit. Juste mon pied droit. Il faut que je pense à mon pied droit. Fait que, tu sais, faisant ça, je déconnectais complètement de ce à quoi je pensais, puis je m'endormais. Ça a marché souvent. C'est une forme de yoga à Saint-Saëns. Oui. Mais écoute, moi, j'écoute, je mets de la pluie, je mets des vagues, je mets toutes sortes d'affaires, mais ça ne marche pas. J'ai jamais pensé au pied, je vais essayer le pied. Quand tu penseras à un pied, tu diras, il y a Gilles Parent qui est un pied. Alors, ça pourra t'amener là. OK, j'essaie ça. Je t'en donne des nouvelles. Bravo pour le succès, puis je sais que ça va continuer, fait que lâchez pas. On va faire la promotion même du podcast parce qu'il y a beaucoup d'explications que tu as données que les femmes et les hommes vont être contents d'entendre. On va parler du mois de la nutrition, puis après ça, en fin de balado, j'ai toujours plein de questions qui me sont envoyées, fait que je les garde, puis quand on se parle ensemble une fois ou 2 ou 3 par année, je les ressors. Alors là, c'est le mois de mars, le mois de la nutrition. Je pense que c'est un moment, tu sais, souvent on faisait des blagues, on disait quand il y a un changement d'heure, c'est un bon moment pour vérifier si nos détecteurs de fumée sont vrais. Tu sais, le genre d'occasion qu'on a. Mais je pense que le mois de la nutrition, c'est un bon moyen pour voir l'alimentation comme étant plus que de la nourriture qu'on ingurgite, dans le fond. Bien, je dirais plus que jamais parce qu'on sent un virage incroyable sur la façon de voir l'alimentation aujourd'hui. Oui, le besoin physiologique là, qui est de rencontrer mes besoins en énergie, combien de calories j'ai besoin pour fonctionner, rencontrer mes besoins en protéines, en glucides, en lipides, en vitamines, en minéraux. On a besoin de manger pour vivre. Donc, tout ça, oui. Mais il y a aussi maintenant, on parle de plus en plus de besoins psychologiques, me faire plaisir en mangeant, répondre à un besoin psychologique et un besoin social de partager un repas. Puis, tu sais, on l'a vu avec la pandémie, les gens qui étaient seuls, qui mangeaient seuls, à quel point ça amenait une détresse psychologique. Donc, manger répond à la fois à des besoins psychologiques, physiologiques, des besoins aussi sociaux. Donc, ça rencontre, puis c'est ce qu'on trouve dans le régime méditerranéen. Oui, c'est bon, c'est santé, c'est associé à la santé cardiovasculaire, à la prévention du cancer, au vieillissement en santé, en beauté, etc., longévité, mais c'est aussi le partage des repas, c'est aussi cuisiner en famille, entre amis, c'est tout ça, c'est connecté à travers l'alimentation. Donc, c'est manger, ça répond à tous ces besoins-là. Moi, je pense, Isabelle, sans trop me tromper, parce que je te suis puis je t'écoute, que la plupart des gens, au fil des 15, 20, 30 dernières années, ont beaucoup amélioré leur rapport de nourriture. Oui, ben oui. Oui et non, peut-être tu vas me dire, oui et non, je comprends ce que tu vas. Mais vas-y avec le oui et non, les deux côtés, parce qu'effectivement, il y a le côté, on a la connaissance, on a l'offre qui est immense dans les épiceries. On a une offre que nos parents n'ont même pas eu du 10e de ce que l'on a, d'une part. On a la connaissance, donc on a moins l'excuse de comme la cigarette en 1950, on en faisait la promotion, puis ceux qui ne fumaient pas, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens ou que ça les étouffait, mais il n'y avait pas de raison de santé. Là. On a appris au fil du temps par la connaissance que c'était mauvais. Là. Bon. Du côté de la nourriture, il me semble que c'est pareil. On a beaucoup de choses. Quand tu parlais du régime méditerranéen, il y a beaucoup de gens qui ont inclus de façon définitive, par exemple, l'huile d'olive dans leur alors qu'on n'avait pas avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des avancées dans notre façon d'être, mais en même temps, le stress, les jobs, les ci, les ça, le fast-food, ça ne fermera pas McDonald's non plus. Ça, c'est l'autre extrême. C'est ça. On voit les deux. On a plus de variété.
Ah, les deux côtés, on a plus de variété, on cuisine des mets de partout sur la planète, c'est extraordinaire. On découvre les épices, le curcuma, plein d'épices fascinantes. Donc, la variété, c'est gage de santé, c'est certain. Mais en parallèle de ça, ce qu'on a vu durant la pandémie, c'est beaucoup plus de troubles alimentaires. Puis tu parles de stress, d'anxiété. C'est clair que le stress, l'anxiété peut générer chez certaines personnes des troubles de comportement alimentaire, La essentiellement. boulimie, entre autres? Oui, la boulimie qu'on a vu tellement dans la pandémie avec l'isolement. La boisson? On voit On a tombé un petit peu. Si on regarde autour de nous. l'alcool. C'est ça, je veux dire. Tu n'as pas besoin de faire une grande enquête. Tu demandes à des chums, honnêtement, là, autour d'une bouteille de vin samedi soir. Est-ce que vous buvez plus? Tu sais, tout le monde dit, ben, honnêtement, un peu plus. Oui, puis Oui. on était, mettons, on buvait du jeudi soir au dimanche d'habitude. Là, le jeudi soir commence le mardi. Fait que finalement, tu bois quasiment tout. Fait que, tu sais, il y a eu une prise de conscience. Là, il y a peut-être un petit retour, un questionnement, mais quand même, il y a eu ça aussi. Tout ça était lié au fait qu'on nous avait enlevé beaucoup de nos plaisirs. Exactement. Beaucoup. Donc, Aller trouver du patiner, plaisir. aller dehors. Des fois, il y avait les couvre-feux. Fait que, tu sais, il y avait un sentiment de tabarouette, je suis brimé. Ce que j'aime faire comme activité, ce que j'aime aller à mon centre d'entraînement, je peux plus. J'aime voir mes amis, je peux plus. J'aime aller au hockey, je peux plus. J'aime aller au théâtre, je peux plus. Tu sais, il y a eu une bonne période de ça. Puis on a comme gardé ça en dedans en se disant, je vais me faire au moins plaisir. Ça va me faire plaisir. De se faire plaisir, tu as raison, à travers des desserts sucrés, des douceurs qu'on cuisinait à la maison, beaucoup plus d'alcool. Ouais. Là, il y a comme un virage dans l'alcool avec les nouvelles recommandations qui ont été publiées, qui ont soulevé beaucoup de controverses. Tu sais, à l'effet que finalement, la plus faible, la consommation qui est associée au plus faible risque pour la santé serait 2 consommations alcoolisées par semaine. Là. C'est assez drastique comme changement. J'ai pensé à toi quand ça a sorti, ce jeu. J'ai pensé à toi. Je me suis dit, le mot équilibre qu'elle me répétait tout le temps. Donc, l'équilibre. Ah oui. Probablement qu'elle va là, me dire. deux, je trouve ça un par peu semaine, intense. Là. Non, de toute façon, il n'y a personne qui va faire ça. Là, ceux qui boivent. Je ne dis pas ceux qui ne boivent pas. Par contre, ça amène une prise de conscience. On en parle. Voilà. Moi, je pense que c'est important. On en parle entre amis, on en parle. Et l'autre chose dont on parle, en parallèle, c'est le nombre de boissons de qualité sans alcool. Parce qu'ils ont changé le processus, ça a tout changé. Quand les compagnies de bière, entre autres, ont compris qu'ils allaient faire leur bière jusqu'au bout puis enlever l'alcool à la fin, là, ils arrivaient avec un goût remarquable. Et je me suis fait prendre par ma blonde. Une Corona avec un petit peu de lime fraîche, une glace dedans dans le temps des fêtes. J'ai bu ça, j'ai dit, c'est bon, une Corona. T'es-tu rendu compte que je t'ai mis 0 pour ça? J'ai dit, arrête de me niaiser. OK. Je me suis fait prendre. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Bon, donc, le goût est là. Le goût est là dans la bière, ce qui n'est pas dans les vins désalcoolisés. Non, pas les vins, mais les gins sans alcool. Ma blonde en prend, puis je dois avouer que ça passe. Oui, moi je trouve qu'il y a, écoute, tu sais, les breuvages atypiques, il y a eu une évolution, plein de beaux produits québécois dans le domaine du sans-alcool qui sont vraiment chouettes. Il y en a plusieurs, qui font le mois sans alcool. C'est une prise de conscience, comme tu dis, de dire, pourquoi je bois? Est-ce que je bois trop? Est-ce que je suis rendue à 2-3 verres par jour alors qu'il ne faudrait pas dépasser 1, voire puis quelques journées sans alcool idéalement? Donc, juste cette prise de conscience-là après la pandémie, je trouve que ça fait du bien. Là, de là à dire 2 verres par semaine, trop sévère. On sait qu'il y a un impact qui est quand même positif sur la santé cardiovasculaire, mais c'est toujours en modération, bien sûr. Puis bravo pour l'évolution des drinks sans alcool, mais attention, il y en a qui ont beaucoup de sucre. Donc, regardez, tu sais, remplacer l'alcool par une boisson gazeuse, c'est pas mieux, là. Non, mais non. Il y a plein de sucre là-dedans, puis il n'y a pas grand-chose de bon non plus. Mais dis-moi, est-ce que, je te pose la question parce qu'elle me vient en tête, le fait, par exemple, là, je vais exagérer juste pour qu'on comprenne mon point. Mettons, je me dis, moi, je ne bois plus d'alcool, mais je prends 7 bières sans alcool par jour. Tu vois bien que j'exagère là, dans ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que de garder l'habitude de prendre tout le temps de la boisson, même si c'est sans alcool, ça peut amener une habitude dont on a de la difficulté à se départir? Moi, je conseille vraiment de ne pas associer à chaque fois, je relaxe, j'arrive à la maison, j'ai besoin d'un verre. Donc, oui, c'est le fun des boissons sans alcool pour X raisons, parce qu'on conduit, parce que, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Oui. Mais d'arriver lundi, mardi, puis tout de suite, j'arrive, je me fais un drink, c'est comme maintenir l'habitude que pour relaxer, j'ai besoin d'un verre, qu'il soit avec ou sans alcool. Donc, ça, c'est comme une relation qui
qui peut être problématique dans le sens où si je retombe dans l'alcool à un moment donné pour apaiser, au lieu d'être en dégustation, en pleine conscience de savourer mon vin, de savourer ma bière. Donc, peut-être quelques journées sans substitut. Je pense que ça serait une bonne stratégie d'écouter son besoin. Si tu stresses, qu'est-ce qui va me déstresser? Est-ce que c'est d'aller prendre un bain? Est-ce que c'est d'aller prendre une marche avec mon chien? Est-ce que c'est de prendre une petite sieste avant de faire le souper de 15 minutes? Donc, d'être à l'écoute de ses besoins et de ne pas associer nécessairement drink et anti-stress. J'entendais quelqu'un dire un des petits trucs, c'est un petit truc parmi d'autres, si vous vous rendez compte que vous buvez de l'alcool seul, des fois, c'est un questionnement aussi. Oui, mais en même temps, les gens qui habitent seuls, ben oui, je comprends. Faut pas qu'ils se privent. Ils peuvent siroter. Ben non, ils peuvent siroter un verre de vin. Ben voilà, parce que tu te dis, bon, ben parce que je suis célibataire ou seul, j'aurai pas ce petit plaisir-là. Donc. Mais c'est peut-être plus des gens qui sont habitués, qui ont des grosses familles ou entre amis, mais qui boivent entre amis, mais j'allais dire en hypocrite sans trop en parler, boivent seuls. Ben là, à un moment donné, tu te dis peut-être que c'est pas idéal. Non, c'est pas idéal, mais il y a beaucoup de buveurs sociaux, hein. Donc, à l'époque, c'était cigarettes sociales. Là, maintenant, c'est buveurs sociaux. Donc, je bois quand j'ai des sorties, quand je vois des amis. Puis ça, c'est vraiment une façon de modérer aussi sa consommation, là. OK, dis-moi, avec l'inflation, j'ai pas le choix d'en parler. C'est à toutes les fois qu'on fait l'épicerie, on le voit. Est-ce que tu as crainte, toi, comme docteur en nutrition, puis tu travailles avec le public, là, que les gens fassent des choix un peu moins valable au plan nutritionnel parce que ça coûte très cher? Ah oui, c'est pas évident pour les familles aujourd'hui. On parle de plus de 10 de montée des prix en épicerie. Ça affecte, c'est sûr que ça affecte la variété d'aliments qu'on choisit, de toujours prendre, puis je le vois moi avec mes produits en épicerie, qu'il y a des chutes de vente, que j'ai des ventes uniquement quand je suis en spécial. On le ressent, c'est clairement, la variété va diminuer, les gens ont tendance à aller même retourner des fois sur un pain blanc en promotion alors qu'il est habitué au pain de grains entiers. Il y a des solutions. Les solutions, ça passe par les protéines végétales. Encore faut-il les aimer, les apprécier, mais tout ce qui est légumineuses, c'est pas cher, surtout quand on les prend, les légumineuses sèches, donc on va mettre dans l'eau et puis faire cuire, mais c'est des étapes de plus. Les légumineuses, la PVT, protéines végétales texturées de soya, qui est pas cher non plus. C'est sûr que diminuer la viande, manger moins de viande, diminuer les portions de viande, ça peut faire une nette différence. Se tourner vers les fruits et légumes surgelés également. Les légumes racines, pommes de terre, betteraves, navets, rutabaga, le chou. Donc, de changer un petit peu ses habitudes pour dire, je vais y aller avec des aliments qui sont plus économiques. Et puis, au lieu d'acheter des produits du commerce, notamment pour les biscuits, pour les barres tendres, de les cuisiner à la maison, on épargne déjà beaucoup. Absolument. Je voulais te parler, tu as parlé de produits congelés. J'ai remarqué, quand je fais l'épicerie autour de moi, d'abord, il y a plus d'espace que jamais en congélateur, donc il y a plus de produits, j'imagine. Et moi, je suis pas mal plus dans le congelé aussi, surtout pour les légumes, parce que je suis un amateur de soupe, tu le sais. Puis, par exemple, je peux pas battre moi, j'aime beaucoup les épinards. Les épinards, souvent, sont très, très chers quand ils sont frais. Puis, ils me semblent tout à fait aussi bons, si je regarde les valeurs nutritives, quand ils sont congelés. Puis, c'est parfait pour faire de la soupe, là. C'est tellement pratique. Ben oui. Moi, j'adore, là. Brocoli et épinards, on m'a dit que c'est dur à battre, là. Bon, c'est dur à battre. Puis moi, j'aime beaucoup les mélanges déjà faits de légumes précoupés pour soupe. Genre asiatique ou soupe ou n'importe quoi. Ah oui, mais soupe, déjà précoupée, là. Oui. Écoute, tu sais, quand tu dis que tu te fais une soupe aux légumes, là, et puis que tu lances Sacre un bouillon de poulet là-dedans, puis c'est réglé. Voilà. Là. That's it. Des fois, une conserve de tomates. Des fois, je mets des lentilles rouges. Puis, écoute, j'ai ma soupe repas ou avec des fèves rouges. Puis, écoute, ça prend 20 minutes. C'est extraordinaire. Tu n'as même pas coupé tes légumes. Puis, c'est économique. Puis, les légumes surgelés, ça permet de réduire le gaspillage. Parce que le gaspillage alimentaire dans les foyers canadiens, c'est essentiellement les fruits et les légumes. Parce que, bon, tu achètes des légumes, tu les perds, tu les as pas mangés, ils sont plus bons, tu n'oses pas les mettre dans ton smoothie parce que, bon, ils ont la mine basse. Et les légumes surgelés, même les fruits, moi, les fruits surgelés, j'adore ça. Je m'en verse une portion chaque jour. J'arrive au bureau, c'est dégelé naturellement l'après-midi. Je mange mes fruits, il n'y a pas de perte.
C'est vraiment une façon de réduire le gaspillage, puis ça conserve la plupart des... C'est sûr qu'au blanchiment, on va perdre un peu de vitamine C, mais ça conserve quand même une belle partie des vitamines. Et surtout pour les fruits congelés, ils nous rendent ça plus facile parce que les sacs, avec le fameux Ziploc dans le haut que tu peux refermer, fait que c'est pratique quand tu le prends. Parce que souvent, quand tu ouvres un gros sac, tu dis, tabarouette, s'il n'est pas aussi frais après, si je l'ai mal fermé, mais ça devient, ils deviennent durs, puis ils sont séchés, il y a du frima là-dessus, ça nous tente moins. Mais maintenant, je trouve que c'est mieux fait, là, honnêtement. Il y a beaucoup d'améliorations, oui. Oui, je voulais, tant qu'être là-dessus, je voulais juste parler de est-ce que ton opinion a changé, ou elle n'a jamais été négative peut-être, sur le canage, parce qu'on parlait de légumes, il y a beaucoup de légumes qui sont dans des boîtes de canage. Est-ce que, outre le fait que moi je trouve ça ennuyant, parce que par exemple des fèves molles qui sont dans l'eau, je ne suis pas capable, mais je veux dire, est-ce que les valeurs nutritives avec les méthodes 2022-2023 de canage, est-ce que c'est respectable? Est-ce que c'est recommandable? Ben, écoute, en général, c'est le goût qui est moins bon, comme tu le dis. Okay. C'est drôle parce que hier, j'ai fait un risotto aux petits pois verts. Puis moi, les petits pois verts surgelés, là, je les trouve tellement bons. C'est extraordinaire. C'est que ça. Ça goûte bon. Écoute, ils sont bons là, en surgelé. Là. Moi, je trouve que c'est vraiment parmi les meilleurs légumes. En conserve, les petits pois verts, rien à voir. Zéro. Le goût est vraiment moins bon. Ça me fait penser au hot chicken que ma mère faisait, sauce brune avec les petits pois verts. La sauce Esta. Oui, c'est ça. Exact. Ça me rappelle trop cette époque-là. Mais en conserve, en général, on a beaucoup plus de sodium. Par contre, on a maintenant 2 types de produits avec des allégations nutritionnelles, faible teneur en sodium, donc 140 mg et moins, et carrément sans sodium. C'est des dépanneurs, c'est pas cher, mais préférence sur le surgelé. Dans la mise en conserve, on va perdre un petit peu plus de vitamines, mais c'est mieux que rien. Tu sais, moi, quelqu'un qui dit, regarde, moi, c'est ça mon moyen, c'est ma conserve à 99 sous. Bien, c'est vraiment mieux que rien. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui donne ça que des frites à ses enfants parce que c'est ce qui peut se permettre cette semaine-là à l'épicerie. OK. Parce que tu parles des frites, puis je sais que c'est un intérêt pour les enfants, pour les familles, puis ils se mangent, on fait des festivals de poutine, puis à gauche, puis à droite. Mais moi, j'ai toujours pensé, peut-être que je suis dans l'erreur, je vais le savoir aujourd'hui, que quand j'achète des frites congelées, c'est moins pire que si je fais mes frites moi-même dans l'huile. Les frites congelées cuites au four, effectivement, tu vas avoir beaucoup moins de gras. C'est ça que je veux dire, j'ai mis au four, là, c'est-à-dire, c'est ça, je fais cuire au four. Mes enfants disent, c'est pas aussi bon que... Mais je trouve que c'est un compromis, je trouve, pour la santé. Oui, mais sur les emballages, on va voir, soit c'est deep fry, donc friture, mais il y en a des frites que c'est écrit dessus cuites au four. Okay. Et quand c'est écrit cuites au four, oui, nous, on les fait réchauffer au four, mais le gras chute considérablement. Fait qu'effectivement, c'est mieux qu'une frite deep fry, quoi. En ce moment, la tendance est je sais pas si tu l'as, toi, le air fryer. Non, je ne l'ai pas. Tout le monde m'en parle, mais je ne peux pas tous les acheter, ceux dont on parle. Ça, c'est comme les séries Netflix, oui, Isabelle. Tous nos amis, « Hey, t'as pas écouté ça, t'es ben niaiseux! » Mais là, je manque de temps. Non, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas acheté parce qu'à un moment donné, la cuisine, là, ça finit plus les équipements. Donc, je ne l'ai pas non plus. Mais ça, c'est 15 ml d'huile pour 1 kilo de frites. Fait que ça reste des frites qui sont croustillantes et faibles en gras. Sinon, ben écoute, les frites au four, quand c'est écrit cuisson au four, mais c'est vrai que ça ne vaut pas la belle frite maison ou la frite de restauration pas rapide, là, mais tu sais, des bons restaurants bistrot là, avec les bonnes frites. Bon, on a des questions du public, ma chère. On a déjà un petit 30 minutes de fête. Ça va tellement vite avec toi. C'est fou. OK, donc, il y avait beaucoup de questions liées à les produits sans alcool. On y a touché un petit peu tantôt. On parlait de est-ce que c'est dangereux de perpétuer l'habitude? Tu l'as dit un petit peu. Si on fait que d'en prendre, oui, c'est pas une bonne idée. Mais vu qu'on a parlé, je vais passer à des à côté. Un des premiers à côté, est-ce que l'eau pétillante est aussi bonne pour la santé que l'eau plate? Ah oui, moi j'aime beaucoup, puis il y en a qui font le SodaStream à la maison, ça c'est très bien aussi. Moi, c'est comme un petit plaisir de me prendre aller me chercher. Puis à ce temps, j'achète, par exemple, là, je vois devant moi, j'en ai une, c'est le menu bleu, le Sparkling Water. Je prends moins cher, moi je me dis, comment ça viendrait d'une source du bout du monde, là, ça va faire, là, regarde, c'est sûr. Ben non, voilà, fait que ça, moi j'aime beaucoup les eaux, j'aime beaucoup la Bubbly parce que les saveurs sont plus intenses. Il y a une nouvelle eau du Québec qui s'appelle, elle est dure à trouver, par exemple, ça vient... je pense qu'elle vient de la baie James. C'est Honeybee. C'est une eau qui ressemble à la Bubbly. Puis en plus, c'est québécois. Et qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a un goût différent ou quoi? Bien, le goût est plus intense. Tu as beau prendre du
Perrier lime ou tu as le choix du président lime, orange. On Ouais. dirait que les saveurs, même si c'est des saveurs naturelles, mais sont très, très subtiles. Et pourquoi la bubbly marche Ça autant, goûte plus, notamment c'est ça? ouais, il y a plus d'arômes dedans. Fait que les jeunes aiment ça, puis mon Dieu, s'ils prennent ça au lieu d'une boisson gazeuse, tant mieux. Ben oui. Et la Honeybee, regardez ça sur le web, Honeybee, Honeybee, c'est vraiment une eau aussi intense en saveur, avec des saveurs un peu plus Et pas sucré, flyées, là. Il n'y a pas de sucre là-dedans. zéro sucre. Ben ça, c'est important. Aussitôt il y a plein de dérivés qui sont pleins de sucre. Ça, encore une fois, tu vas nous dire, il faut regarder. Hein? Ben oui, mais moi, ce que j'aime, c'est arôme naturel. Quand tu vois zéro sucre, mais qu'à l'intérieur, tu as de l'aspartame, de l'acésulfame potassium, ça, c'est vraiment pas intéressant. Puis l'eau pétillante avec les bulles, juste surveiller si on a tendance à faire des ballonnements. Ça se peut que si les bulles sont bien formées, comme la Perrier Bubbly, c'est des grosses bulles aussi. Quand c'est regazéifié, ou quand c'est de l'eau de source regazéifiée, ou des fois, il y a juste de l'eau comme d'Assani ou qui est une eau potable gazéifiée. Souvent, les bulles sont très grosses puis ça peut donner des ballonnements à certaines personnes. Mais ceci dit, l'eau pétillante, c'est super intéressant. Puis il y a l'eau minérale et de source maintenant parce que tu peux avoir une eau de source frisante, pétillante. Ben, je me suis fait prendre en Europe, on me dit, voulez-vous une eau pétillante ou minérale? Pardon, c'est la même chose? Non. Non, c'est ça, parce que effectivement, tu peux avoir une eau minérale, je pense à Épar, qui est une eau d'Angleterre, je pense, qui est full magnésium, mais qui est plate. Mais tu peux avoir une eau minérale qui est pétillante, comme la Badois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une eau minérale, il y a plus de sels minéraux dissous dans l'eau et on les sent, les sels minéraux. C'est-à-dire une eau qui a beaucoup de magnésium. Mais tu du bon sel? Parce que le sel, ça a l'air que c'est pas très bon, de trop de sel, non? Oui, mais c'est ça, pas du sodium, des sels minéraux, donc des minéraux. Mais effectivement, il y a des eaux super salées. Ben, San Pellegrino, les gens m'ont dit qu'il y a beaucoup de sel là-dedans. Oui, Saint-Justin, il y en a plus. Okay. Il y en a une à Benakis qui a beaucoup, beaucoup de sel aussi. C'est pourquoi ils rajoutent du sel? Excuse-moi, c'est pour le goût? J'essaie de comprendre pourquoi ils mettent du sel dans de l'eau naturelle. Non, on n'en met pas. C'est naturellement la source. L'eau, elle est salée ou elle est riche en magnésium ou elle est riche en bicarbonate. Ça, c'est la nature de l'eau naturelle. Il n'y a aucun ajout qui est fait. OK, là, ça me rassure. Je me dis, ça me semble que ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. Non, c'est naturel. Fait que c'est quand même bien par rapport aux eaux vitaminées du commerce où là, on prend de l'eau potable et on va rajouter des vitamines, puis on dit que c'est une eau qui est vitaminée, puis dans les faits, des fois, il y a trop de vitamines par rapport à nos besoins, donc ça, c'est un autre sujet. Oui, mais si on prend un petit peu... Encore une fois, je reviens à des exemples que tu avais donnés. Quand tu parlais des yogourts avec les probiotiques, tu disais que si on voulait avoir la dose de probiotiques, il faudrait quasiment prendre 150 yogourts parce qu'ils en mettent, puis ils font la promotion, puis c'est du marketing, mais il y a certains yogourts, il n'y en a pas assez pour penser qu'on prend notre dose de telle vitamine ou de je sais pas quoi, de tel additif santé. Mais c'est la même chose pour l'eau pétillante. Si quelqu'un dit, moi, je prends 2-3 verres d'eau pétillante par semaine, quand même qu'il en prend une un petit peu plus salée, je pense pas que ça change. Ben non. C'est l'équilibre, il ne faut pas venir fou non plus. Là. Ben non, c'est ça, c'est l'équilibre. Puis j'aime bien encourager nos entreprises d'ici aussi. Tu sais, on pense à Esca, qui ont de l'Esca pétillante, qui est une autre source pétillante. Fait que ça, c'est un beau produit. Montelier, c'est québécois aussi. Oh oui. Hey, Montclair, Montelier, tu sais, des entreprises du Québec, là, c'est bien le fun de les c'est bien du moins, Isabelle, qu'on vende de l'eau, tabarouette. On a. Ben oui! On manque pas d'eau, certain. Parlant d'eau, c'est une question dont tout le monde parle, puis il y a beaucoup de faux spécialistes dans la salle qui nous disent qu'il faut boire 2 litres, 3 litres, 4 litres, 6 litres d'eau par jour. Puis mon fils qui est en médecine, il me disait, on a eu des cas, nous autres, il est en néphrologie présentement, puis il dit, savais-tu que tu peux trop boire d'eau et avoir des problèmes de santé? Je dis, oui. Mais il y a des cas, des gens qui prenaient 6, 7 litres, 8 litres d'eau par jour. Le système ne peut pas prendre ça. Fait que là, je dis, OK, parfait. Quand je vais voir Isabelle, je vais demander, qu'en est-il des quantités recommandées? Je sais qu'on ne boit pas assez d'eau en général, mais qu'est-ce que vous recommandez? Bien, effectivement, il y a eu des cas je pense à des marathoniens. Il y a eu un décès d'une marathonienne à New York, je pense, qui avait bu quelque chose comme 10-12 litres d'eau. Et puis, le rein n'a pas été capable de filtrer tout ça. Elle est tombée en hyponatrémie, une chute d'électrolytes dans le sang, puis elle est décédée. C'est assez rare quand même. C'est pas fréquent, là.
Non, c'est ça. C'est Mais très, on très comprend que rare. l'extrême, on peut boire trop d'eau, parce qu'à la blague, de l'eau, c'est le fun, puis ça coûte rien, puis tu peux en boire tant que tu veux, jusqu'à Ouais. un certain point. Oui, mais tu sais, 2-3 litres d'eau, c'est ce qu'on conseille vraiment. Les besoins, c'est 2-3 litres. Bien, je dis d'eau, mais c'est de liquide parce Café, que rentre-tu récemment, là-dedans? le café, oui. Le thé? Mais maintenant, le café, thé, lait, boisson de soya, tisane, OK. Tout rentre dans la contribue. quantité. OK. Tout dépend de la quantité. Parce qu'un café, 2 cafés par jour, ça hydrate. Je pense à partir de 4 cafés qu'il y a un effet diurétique. Bon. Ce qui a réellement un effet diurétique, c'est l'alcool. Puis ça, on le sent, c'est la cause de bien des maux de tête, des lendemains de veille, parce qu'il y a un pouvoir diurétique de l'alcool. Et puis si on ne boit pas suffisamment, ça peut donner une déshydratation. On le sent que la peau aussi, elle est défraîchie le lendemain de veille. Donc tout ça, ça peut être expliqué. C'est un manque d'hydratation, clairement. Fait qu'il faut boire absolument beaucoup. On conseille le 8-9 verres d'eau ou autre liquide par jour. Fait que 2 cafés, mettons 2 verres de lait, ça va vite, là. Oui, tu peux te rendre. Ben, on ne se promène pas avec un mesureur, mais on comprend à peu près ce que c'est. Puis souvent, il y en a qui ont pris l'habitude, puis ça, c'est bien, d'avoir une gourde qui remplisse régulièrement en travaillant, puis tout ça. Puis quand tu es fini, ben, tu vas faire 2-3 petits pipis, puis go, on en reprend encore. Fait que quand tu étires ça, tu peux facilement mesurer que tu vas prendre la quantité, puis tu vas. Est-ce que rapidement, on sent les bienfaits d'être bien hydraté? Sur la peau, je dirais oui. La peau moins sèche. À part ça, les effets, sur l'entraînement, ça, c'est sûr. Quelqu'un qui s'entraîne, parce qu'une déshydratation va affecter les performances sportives. Okay. Mais ça aide à éliminer, ça aide pas à éliminer aussi? Si tu bois beaucoup d'eau pour éliminer les toxines. Puis constipation. Il y a beaucoup de gens qui venaient me voir quand je faisais de la clinique avec des problèmes de constipation. Bien, boire plus d'eau en fait partie. Souvent, les personnes plus âgées, je pense à mon père qui a 80, il ne boit pas. Il a comme pas soif jamais, mais c'est très important pour le transit intestinal, pour remplacer les pertes d'eau qu'on a dans l'urine, dans la sueur. Ça prend de l'eau pour ça, pour les larmes aussi, la salive. Donc, si on ne boit pas suffisamment, on a la bouche sèche, donc moins de salive, moins d'hydratation au niveau des yeux aussi. Est-ce que tu as parlé pour ceux parce que quand même si ce n'est pas un sujet très rock'n'roll, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de constipation. Est-ce que boire, ça va aider? Oui, moi, mon petit trio, là, j'avais un client hier, pas en un trio Big Mac, là. Un petit trio anti-constipation, parce que justement, il a 82 ans, puis il dit, regarde, j'ai vraiment des problèmes. Qu'est-ce que tu bois? Il dit, je bois pas de la journée. Bon, premier problème, on passe à 2 litres de liquide. Ensuite, on parlait de yogourt tout à l'heure. Bien là, j'ai dit 2 yogourts Activia par jour qui contiennent des bifidobactéries qui vont accélérer le transit intestinal. Okay. Ça peut être d'autres souches de probiotiques, mais comme tu l'as si bien dit, ce ne sont pas tous les yogourts qui contiennent des probiotiques. Et ce ne sont pas tous les yogourts qui ont une souche de probiotiques qui agit sur le transit intestinal. Donc, 2 Activia par jour ou autres probiotiques qui ont un impact sur le transit. Et ça, on peut regarder ça sur le guide clinique des probiotiques vendus au Canada. Il y a une nouvelle version 2023, c'est gratuit, qui vient d'être publiée. Et troisième conseil, j'ai dit de rajouter des fibres. Donc, fibres et eau, ça va ensemble. Donc, les fibres insolubles qui vont améliorer le transit qu'on va trouver dans le son de blé. Tu sais, des céréales de type All Bran, des céréales avec beaucoup de son. Un pain d'eau céréales, c'est-tu bon, ça? Oui, okay, absolument. Okay. Ou rajouter... multigrain ou... OK, je comprends. Bien, multigrain, non, ça, c'est comme une colle, là. Multigrain, Bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, multigrain? Quand c'est marqué multigrain, c'est plein de sortes de grains. Moi, pour moi, c'est ça. Ouais. C'est 12 à 14 grains. Là, c'est souvent ce que je prends comme pain. Ah oui, moi, j'adore le goût. Mais là, il faut voir, est-ce que c'est 12 grains entiers ou c'est 12 grains raffinés? Parce que moi, je peux lire multigrain, puis ça va être du blé raffiné, qui est un grain, ça va être du seigle raffiné. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est des grains... Tu veux qu'il y ait du dur, quand je prends ma toast, qu'il y ait des morceaux durs dedans. C'est ça, je comprends? Non? Bien, les morceaux durs, non. Mais les morceaux durs, ça, c'est des graines. Ça, c'est super bon pour la santé. Ça apporte des fibres, des protéines. Mais mettons qu'on dit, je prends un pain multigrain. Ouais. On va voir notre liste d'ingrédients. Premier ingrédient, farine de blé enrichie. Ça veut dire que c'est
c'est de la farine blanche. Ouais. Mais c'est suivi d'un autre type de grain, farine d'avoine, puis après farine de seigle. OK. Donc, oui, c'est multigrain parce que j'ai du blé, j'ai du seigle, j'ai de l'avoine. Mais par contre, ce ne sont pas nécessairement des grains entiers. Comprends. Fait que ce qu'on veut, nous, c'est des grains qui ont les 3 enveloppes du grain, donc l'enveloppe externe qui est super... Mais ça va être marqué comment je trouve ça sans me mêler? Là, déjà, je suis perdu dans ce que tu dis. Là. Ah, bon. Quand je vais acheter un pain puis que je vais avoir le meilleur pain, au goût, mais pour la qualité aussi. Pour la qualité, là, premier ingrédient... Il y en a beaucoup, c'est rare, là, ce que tu me racontes. Oui, grain entier. Donc, ou farine intégrale ou grain entier avec le germe. Et puis, du bon. Mais je vais regarder grain entier, ça va m'aider là, déjà avec ça. Parfait. Ben oui. Puis écoute, si tu prends du 5 méthodes, tu as une longueur d'avance. OK. Bon. OK, lâchons le pain puis allons au lait, parce que c'est un autre questionnement que tout le monde a. On peut-tu boire du lait? On en a parlé avec ma belle-mère récemment. On peut boire du lait tant qu'on veut. Je ne sais pas si on peut. L'âge peut-être joue, là, mais moi, naturellement, je bois moins de lait. J'en mets dans mon café un peu, puis dans les céréales à l'occasion. Mais je me rends compte que ça n'a rien à voir avec mon enfance. Probablement que c'est pas complètement fou non plus. Mais est-ce qu'on peut boire sans réserve du lait? Hey, moi, j'adore le lait. T'sais, on a beau parler tout l'engouement pour la boisson de soya, mais le goût un café latte, là. Il n'y a rien qui bat le vrai lait, là. Puis ce que j'aime du lait, c'est quand même naturel versus les boissons végétales qui sont, oui, intéressantes, mais beaucoup plus transformées quand tu regardes la liste d'ingrédients. Le lait, tu sais, je me souviens des campagnes de lait, 1 verre c'est bien, 2 c'est mieux, puis même des campagnes pour le lait au chocolat. On s'entend, le lait au chocolat, c'est beaucoup trop sucré. Ce qu'on a vu, c'est que dans une étude, les hommes qui prenaient 4 verres de lait par jour, donc 1 litre de lait par jour, il y avait une hausse du risque du cancer de la prostate. Là, dans les... Il faut qu'ils mangent des tomates à ce moment-là, ça va compenser. Ouais. Parce que les tomates, c'est un des meilleurs aliments pour contrer. Mais tu as tellement raison. Tant que c'est pas ensemble, me semble, verre de lait avec une salade de tomates bocconcini, ça fit moyen, là. Non. Mais ceci dit, le lait, tu as des protéines, tu as de la vitamine B12, tu as de la vitamine D, le lait est enrichi en vitamine D. C'est un bon aliment. Il y en a qui sont intolérants au lactose, donc du lait sans lactose. Il y en a qui sont intolérants à la caséine, qui est une protéine dans le lait. Maintenant, il y a une tendance vers le lait qu'on dit A2. C'est un lait qui arrive de Nouvelle-Zélande. On en produit dans une petite région au Québec aussi. C'est des vaches homozygotes qui vont produire un type de lait qui, pour certaines personnes qui ont une intolérance à la caséine, réagirait moins ou pas du tout à ce type de lait. Fait que ça, c'est tendance. Mais moi, je dirais 1 ou 2 verres de lait. Moi, je prends 2-3 lattés par jour facilement avec du lait 1%. Et puis, il y a du lait plus protéiné. Je parlais de mon père qui a 80, qui a tout perdu sa masse maigre. Bien, lui, j'achète du lait à, je pense, c'est 16 grammes de protéines. Donc, c'est beaucoup plus intéressant si on mange peu de viande, par exemple. OK, donc ça va compenser pour autre chose. OK, parfait. Exact. Est-ce que c'est vrai, j'ai une autre question ici, est-ce que c'est vrai que ceux et celles qui petit déjeunent ont tendance à avoir moins faim durant la journée? C'est drôle parce qu'il y a une étude, j'ai lu cette étude-là récemment, puis là, ça va à l'inverse du jeûne intermittent qui est l'approche la plus populaire en nutrition actuellement. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que les études changent constamment. Donc, cette étude-là dit on déjeune, on a moins faim. D'autres études disent les gens sur le jeûne intermittent qui ne déjeunent pas. Ça, c'est ceux qui ne mangent pas avant midi, c'est tout ça, là? Parce que mon fils, c'est une affaire de même, là. Lui, il dit je me lève le matin, je déjeune pas, puis quand j'ai faim le midi, je mange, je prends 2 repas par jour. Puis qu'est-ce qu'il voit comme différence? Sais-tu quoi? Je n'ai même pas demandé. Est-ce que tu aimes ça? Oui, parce que ça fait au moins 1 an et demi qu'il fait ça. Je ne sais pas. C'est pas une religion, là. C'est ça. Non, mais c'est ce que j'aime mieux de cette approche-là par rapport à l'approche cétogène, c'est que c'est pas une religion. Je trouve qu'il y a plus de flexibilité chez les gens qui pratiquent le jeûne intermittent, puis il y a plusieurs façons de le pratiquer, mais la façon la plus courante, c'est vraiment de faire, je mange entre midi et 8 heures, donc je mange durant une période de temps limitée de 8 heures, je jeûne durant 16 heures. Et dans ce jeûne-là, il y a des adaptations métaboliques qui pourraient améliorer la résistance à l'insuline, la glycémie, diminuer l'inflammation. On a des études qui commencent à sortir qui sont quand même intéressantes. Et grosso modo, les gens finissent leur journée en mangeant 350 calories de moins parce que tu n'as pas déjeuné, donc
mettons que tu épargnes 400, 450 calories. Ensuite, oui, tu manges peut-être un peu plus le midi ou le soir, mais grosso modo, tu ne grignotes pas le soir. Et on sait qu'on aime ça, nous, grignoter le soir. Oui. En tout cas, plusieurs personnes, moi, je ne mange pas du tout après le soir, après le souper, mais il y en a plusieurs qui vont grignoter en écoutant les émissions le soir. Donc, tu finis ta journée en déficit énergétique, ce qui amène une perte de poids. Il y en a d'autres, l'étude que tu viens de citer, où tu déjeunes et ça coupe ton appétit pour les autres repas. En fait, ça dépend des gens. On personnalise beaucoup l'alimentation aujourd'hui, Gilles, c'est beaucoup. Ça dépend comment tu bouges aussi. Si tu fais 15 000 pas par jour, Oui. tu vas avoir un peu plus faim que si tu ne bouges pas. Ben voilà. J'imagine. Ben oui, puis si le souper est très léger, genre une salade, poulet grillé ou poisson, un souper très léger, ben le matin, tu as le goût de manger, tu as faim. Donc, j'ai envie de dire, écoutez-vous, est-ce que le jeûne intermittent, c'est pour vous? Ça dépend. Il y en a qui, naturellement, me disaient, ben moi, je me forçais le matin parce qu'on disait que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Bien, forcez-vous pas. Écoutez votre corps. La faim se présente naturellement à quelle heure? Ah, à 11 heures le matin. Bon, ben là, on adapte l'alimentation. Il y en a qui vont dire, OK, ben, je vais déjeuner à 11 heures, j'arrête de manger à 19 heures, ça me permet de pas de grignoter le soir. Puis c'est comme une façon aussi plus facile que de suivre son apport en calories parce que ça peut être complexe pour plusieurs personnes. C'est drôle parce que j'ai 3 fils, puis on les a élevés un peu de la même façon, dans le fond. Puis une des collations que je leur ai faites, mais qui ont gardé, puis je trouve ça le fun parce que par moment, j'ai presque toujours des pommes vertes. Moi, j'étais des pommes vertes à l'époque, des pommes dans le frigidaire. Puis je leur faisais une collation, je prenais la pomme, je coupais en deux, puis de chaque côté, j'enlevais le cœur. Donc, il restait juste la bonne portion que tu peux manger, puis je mettais juste un soupçon de sel. C'est extraordinaire. Mais il faut pas t'en mettre une tonne parce que c'est pas idéal. Mais le mélange des deux, parce qu'il y a un côté bien sucré puis très goûteux de la pomme verte quand elle est belle, pas quand ça fait 3 semaines qu'elle est dans le frigidaire. Non, c'est ça. Mais justement... mais c'est bon, c'est vraiment bon. Honnêtement, je l'ai fait parce que moi, j'adore les pommes vertes. J'aime beaucoup l'acidité avec le sel. C'est super bon. Puis ce qu'on mangeait beaucoup au Vietnam, que j'aimais beaucoup, c'était des mangues vertes. Donc, pas mûres. Donc, plus... mon Dieu, c'est raide, ça, non? Non, c'est bon, mais sur l'acidité. Donc, vraiment sur l'acidité très ferme. Et dessus, on met du piment, genre piment de Cayenne. Le mariage, c'est comme si... Ah, un peu de piquanté, ça doit être bon. Oui, piquant, lime. Écoute, c'est extraordinaire. Puis depuis, quand j'ai des fruits non mûrs... la lime, ça va avec ça, mûr à mûr. C'est bon. C'est bon. Honnêtement, tu pourrais mettre ça sur ta pomme verte. Tu me donneras des nouvelles. Je vais l'essayer. C'est sûr que je vais l'essayer, absolument. OK, donc, autre question. On touche à bien des choses qui touchent bien du monde aussi. Quelle est la différence entre les fruits frais et les fruits secs pour la santé? Juste pour l'aspect santé. Est-ce que c'est aussi bon que l'autre? Ah, il y a une grosse différence. Par exemple, si je prends des raisins frais, mettons une demi-tasse de raisin qui équivaut à 15 raisins, j'ai l'équivalent en glucides de 15 grammes de glucides, donc l'équivalent de 3 petits sachets de sucre. Bien sûr, c'est pas du jus de raisin, donc le sucre est métabolisé plus lentement parce que j'ai des fibres dans mon raisin. Oui. Mais si je prends la même demi-tasse de raisin sec, donc déshydraté, là, je tombe à l'équivalent de 12 carrés de sucre. Mais pourquoi? Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je passe de 50 calories à 230 avec calories. le même aliment. Le même aliment, mais déshydraté. Donc, j'ai pas la même densité énergétique. Donc, pour la même quantité, j'ai beaucoup plus de calories parce on enlève l'eau qui est dépourvue de calories dans l'aliment. Okay. Donc, qu'est-ce qui reste? On concentre, OK, je comprends. On concentre le sucre dans les fruits. C'est pas des protéines, c'est pas du gras, c'est du sucre. On concentre le sucre. Mais quand tu as une petite rage de sucre, tu as envie de manger du sucre. Bon, moi, je prends mon petit chocolat, mais des fois, je prends 2 dattes. Et 2 dattes, des fois, c'est bon parce que tu dis, bon, c'est une bonne quantité. C'est mieux qu'une Coffee Crisp, on se comprend, là? Ben voilà, parce que tu as quand même... à comparer pour du sucré, là, mettons. Ben oui, tu as du potassium, oui, tu as du sucre, mais tu sais, tu as des fibres, tu as du potassium, c'est quand même intéressant. Quoique, il y en a qui tombent dans les dattes comme tomber dans les chips, là. Moi, j'ai des... Je me souviens d'une de mes clientes... Ça doit être calorique, là, si tu prends 25-30 dattes, là. Oh, ben monte, oui! Je me souviens d'une cliente, la belle Lucie, là, qui pouvait manger 30 dattes d'un coup. Fait que ça, c'est sûr que ça va vite côté sucre. Puis attention si on est diabétique. Oui, puis les carreaux dattes que nos mères faisaient, il y avait un petit peu de beurre, puis de crème, puis de tout ce que tu veux là-dedans. Là. Il y avait du sucre. C'était bon, là. C'est mon dessert préféré. Pour vrai?
Oh my God! Non, non, écoute, moi, j'ai une fille qui travaille pour moi qui s'appelle Amélie. Sa maman fait les meilleurs carrés aux dattes au monde. Et quand elle veut me gâter, elle m'amène des carrés aux dattes. J'adore ça. Dis-moi, autre question, manger cru, est-ce que c'est meilleur pour la santé que de faire cuire les aliments? Bien, je dirais que ça dépend. Manger cru, oui, on a la totalité des Parce qu'on vitamines. mange plus cru qu'avant, c'est ça que je voulais dire. Là. À cause Ouais, des plus... sashimi, les poissons, les sushis. Ah, cru Ça. comme ça. Parce que Ben, là, j'allais dire cru, mettons que ton fruit, ton légume, je ne suis pas encore dans le poisson, arrive non, de je comprends. Californie, il a voyagé beaucoup, il a perdu déjà des C'est vitamines. l'ensemble de l'œuvre que je parle. Là, je suis allé Ouais. sur les protéines, mais allons-y sur les légumes aussi, surtout. Oui, ben oui, parce que bon, cru, tu as tes vitamines, surtout quand c'est cueilli à pleine maturité dans nos beaux champs au Québec ou même les produits de serre. Il y en a de plus en plus de la sériculture au Québec. Mais par exemple, la tomate, quand elle est cuite, tu parlais du cancer de la prostate, bien là, on a davantage de lycopène. Le lycopène, bien, c'est une composante de la famille des caroténoïdes qui a un impact sur la réduction du risque du cancer de la prostate. Puis surtout quand la tomate est cuite avec de l'huile, comme de l'huile d'olive, c'est mieux assimilé. Surtout la famille des vitamines A, là, tout ce qui est même lutéine, zeaxanthine, sont bien absorbés quand c'est cuit. Fait qu'il y a des avantages pour les deux. Du côté du poisson, ce qui nous intéresse dans le poisson, c'est essentiellement les oméga 3. À ma connaissance, la cuisson ne va pas affecter la teneur en gras, donc en oméga 3. Donc, cru ou cuit, c'est bon. Par contre, tartare, viande et compagnie, même poisson, ceviche, bien, ça prend de la qualité incroyable parce qu'on sait que s'il y a des bactéries, s'il y a des pathogènes, ça prend de la cuisson pour les détruire, là. OK. Dis-moi, on dit souvent que c'est mieux de privilégier ceux qui mangent de la viande, la viande maigre. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'on parle du type de viande ou de la coupe de viande? Parce que quand on était jeune, on disait le porc, c'est très gras. Puis là, aujourd'hui, on nous apprend que par les coupes, puis par la façon avec laquelle il est apprêté, il y a du porc qui n'est pas si gras que ça. Puis, puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un des meilleurs porcs au monde, le porc du Québec. Ah, vraiment? Il est souvent beaucoup moins cher que le bœuf. Alors, tu sais, c'est intéressant, le porc, entre autres. Mais quand on parle de viande maigre, c'est-tu le poulet pour toi? Est-ce que c'est automatiquement le poulet? C'est vraiment une bonne question. Puis c'est vrai qu'on a du beau porc au Québec. Là, je pense au porc du Breton, Nagano, d'ailleurs, qui est exporté au Japon. Les Japonais sont friands de nos produits de porc. Là. On a vraiment des beaux produits. Viande du Breton, j'en ai parlé. Les viandes biologiques de Charlevoix aussi. Donc, des viandes maigres, bien, essentiellement, quand on dit viande maigre, on pense tout de suite dinde, poulet, c'est sûr, mais encore là, les hautes cuisses, c'est pas si maigre que ça, c'est la poitrine de poulet. Puis là, le poulet, c'est sans la peau, parce que si on mange la peau, on n'est plus du tout dans la viande maigre. Mais la dinde, c'est sûr, c'est ultra maigre. Sinon, tout ce qui est viande sauvage, sanglier, chevreuil, très, très maigre. Le bison. Le bœuf, la noix de ronde, surlonge, il y a des coupes de bœuf qui sont plus maigres que d'autres. Au niveau du porc, le filet de porc, très maigre, je pense qu'on est à 4 de matière grasse. Donc, dans chaque viande... La coupe compte, là, c'est ça que tu me dis. Ah, vraiment. C'est sûr que si on prend des saucisses, des charcuteries, c'est là où on a le plus de gras. Ou des viandes très marbrées qu'on va faire cuire longtemps. Mais sinon, on peut... Mais le veau et l'agneau, est-ce que c'est gras aussi? L'agneau, escalope de veau, je pense que c'est 7-8 de mémoire. L'agneau, un petit peu plus gras. J'ai 10 en tête. Donc, un petit peu plus gras. Mais bon, on ne mange pas de l'agneau tous les jours non plus. Là, non, au prix. Le prix nous ralentit. Le prix ralentit. Puis, tu sais, quand on regarde, quand on fait des sondages, la viande la plus prisée au Québec reste le poulet. Hein? Mais d'après moi, c'est mondial. Écoute, à cause de l'offre, entre autres, là, à cause de l'offre, ça doit être probablement mondial. Oui. Et puis là, on sent une grande, grande tendance aussi vers les protéines végétales. Là. C'est moins niche que c'était, disons. OK. Dernière question, tiens. On va aller avec... est-ce que tu recommandes à tout le monde de prendre des vitamines? Tout le monde, non. Wow. Vitamine D, ben remarque, en prends-tu, toi? Oui, multivitamine, depuis 30 ans. Ça ne m'a pas tué encore, Isabelle, fait que c'est pas si mal. Mais tous les matins, une multivitamine. Je ne sais pas pourquoi je pense que j'avais commencé ça avec une diététiste française qui m'avait dit ça. Elle dit, c'est pas mauvais, puis ça te prend une base, un équilibre pour des moments où tu n'as pas mangé autant équilibré. Puis moi, je ne peux pas mesurer si ça a changé quelque chose, mais je me sens bien, puis je me sens relativement fort. Ça va être tout le reste. Tu vas me dire, le fait que je marche, le fait que je bouge. Ben oui.
Mais c'est dur à mesurer. C'est ça, c'est dur de mesurer l'ensemble des choses qu'on fait. C'est qu'est-ce qui fait. Tu en enlèves une, puis tu en mets une de plus. C'est clair. Mais tant que ça ne devient pas une béquille dans le sens où je prends une multivitamine, bon, je ne mangerai pas de fruits, pas de légumes, j'ai toutes mes vitamines dans ma vitamine. Je comprends. Il y en a comme un compensateur trop fort, là, c'est ça? Voilà. Mais moi, je prends le multivitamine 50 ans et plus. Dans ma multi, c'est adapté 50 ans et plus pour la femme. C'est-à-dire, moi, j'ai moins de fer parce que, bon, j'ai plus de règles, plus de menstruation, ménopausée. Okay. Donc, j'ai besoin de moins de fer. T'as un bout de réglé, toi, là. J'ai un bout de réglé. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, le fer, moi qui avais toujours tendance à l'anémie parce que j'ai jamais mangé beaucoup de viande, bien, ça, c'est réglé. Par contre, j'ai 800 unités internationales de vitamine D dans ma multi. J'ai de la lutéine, zéaxanthine qui peuvent m'aider à prévenir la cataracte, dégénérescence maculaire. Donc, moi, une multi de base, j'y crois, adaptée à son groupe d'âge. Moi aussi, je suis dans 50 ans et plus aussi. Je me demandais pourquoi, mais j'imagine que c'est adapté à notre vieillissement, les os, les arbres. Je sais pas, j'ai présumé ça. C'est ça? Oui, parce qu'il y a plus de calcium, plus de vitamine D. Okay. Il y a plus... moi, je prends, par exemple, dans la multi que tu prends, il y a peut-être lycopène en plus grande quantité parce que, bon, il y a plus de cancer de la prostate au-delà de 50 ans. Sinon, à défaut de prendre une multi, vitamine D jusqu'au mois d'avril, 1000 UI par jour, ça serait recommandé parce que la vitamine D, on l'a vu avec la COVID, ça pouvait aider à prévenir des cas plus sévères. Ça n'aide pas à prévenir la COVID, mais il y avait plus de cas sévères de COVID chez les gens qui avaient un faible taux sérique de vitamine D. Pour les os, bien sûr, mais pour diminuer le risque de cancer du côlon aussi, puis pour l'immunité globale, la vitamine D jouerait un rôle. Fait que mais vois-tu ce que probablement ma diététicienne m'avait dit à l'époque, c'était pour éviter d'en prendre une pour ci, une à tel mois, l'autre dans tel temps, puis dans telle saison. Avec ça, si tu penses à l'année, normalement, tu couvres les besoins de base. Fait que c'est de même que je trouve ça pratique, dans le fond, d'avoir la même à tous les jours. Ben oui, c'est pratique. Puis il y a une grande étude en France qui s'appelle Suvimax où on a suivi 13 000 Français pendant 8 ans. Okay. Et un prenait un placebo, donc une pilule de sucre. L'autre prenait une multivitamine. Et puis, bon, chez les femmes, il n'y a pas eu d'impact sur le taux de mortalité, cancer, etc. Chez l'homme, il y a une diminution du risque de cancer de 30 Et c'est beaucoup quand on regarde sur l'ensemble, ben oui. C'est beaucoup. Et ça semble expliqué par le fait que les hommes mangent pas assez de fruits et de légumes par rapport aux femmes et que naturellement, il y avait plus de déficiences. Donc, la multi a C'est logique. Moi, je trouve ça logique. Quand on regarde autour de nous, quand on regarde les habitudes, si on est honnête, là, c'est une chose qu'on constate, là, ce que tu dis là. Oui, absolument. Les hommes, en général, en consomment moins que les femmes. Donc, ça peut expliquer cette relation-là sur la diminution du risque de cancer. Là. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je vais continuer. Tu viens de m'encourager là. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Et bon mois de la nutrition. Merci. C'est toujours un bonheur. Puis je te dis à bientôt, j'espère. Au revoir. Bye.